Je m'appelle Audrey Cole. J'ai 39 ans et j'ai appris il y a bien longtemps que l'humiliation sonne plus cruellement lorsqu'elle est énoncée avec politesse. Mon frère m'en a apporté la preuve 3 soirs avant un dîner de famille censé célébrer son avenir. Son message est arrivé alors que j'étais encore à mon bureau, et au début, il semblait tout à fait inoffensif, juste un autre changement de dernière minute, une petite instruction de plus de la part d'une famille qui m'avait toujours édité pour me réduire à quelque chose de plus facile à expliquer. Puis j'ai lu la partie essentielle. Il disait que je pouvais assister au dîner avec la famille de sa fiancée, mais que je n'avais le droit de dire à personne que j'étais sa sœur. Son beau-père était un juge fédéral, et cela aurait été embarrassant. Quelques minutes plus tard, ma mère a appelé pour adoucir le coup, avec cette voix prudente qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait que j'accepte quelque chose de lait sans que cela ne devienne une gêne pour qui que ce soit d'autre. Elle a dit qu'il serait préférable que je m'assoie à l'une des petites tables à l'arrière, près de la porte de service, juste pour une soirée, histoire de maintenir une ambiance confortable. Confortable pour qui? Elle ne l'a pas dit. C'était ça, ma famille. Ils n'avaient jamais besoin de crier pour que leur signification soit claire. Mon frère obtenait les feux de la rampe. Moi, j'obtenais l'explication. Il était présenté avec fierté. Moi, j'étais géré, caché, diminué. Et pourtant, je leur ai dit que je viendrais. Je me présenterais à l'heure, je m'assiérais où ils voulaient, et je ne dirais rien qu'ils n'aient pas approuvé. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que l'homme qu'ils étaient si désireux d'impressionner saurait exactement qui j'étais à la seconde où il verrait mon visage. Alors avant que je vous raconte ce qui s'est passé lorsqu'il s'est arrêté à ma table et que toute la salle est devenue silencieuse, dites-moi ceci. Que feriez-vous si votre propre famille ne vous accueillait qu'en faisant semblant que vous ne leur appartenez pas du tout? Je n'ai pas répondu immédiatement à mon frère. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur le bureau de mon cabinet et j'ai fixé le reflet sombre sur l'écran pendant quelques secondes, car certaines insultes arrivent si nettement qu'elles ne semblent pas réelles au début. Elles semblent répétées, familières. Même ce message n'est pas sorti de nulle part. Il est issu de 39 années où j'ai été traité comme la pièce de l'histoire familiale qui n'entrait jamais dans la version qu'il voulait raconter en public. Mon frère a toujours été celui dont les gens se souvenaient. Il était charmant sans effort, bruyant de toutes les manières appropriées, et élevé avec ce genre de confiance qui ne vient que du fait de savoir que la pièce se pliera autour de vous. Mes parents ont bâti leur vie autour de cette confiance. Ils ont investi de l'argent dans des écoles privées, des programmes d'été, des camps de débat, du coaching pour les admissions universitaires, tous les échafaudages invisibles qui font que le succès semble naturel de l'extérieur. Quand il est entré dans une université prestigieuse, ils en ont parlé comme si le nom de notre famille avait enfin été racheté. Quand il a décroché un poste bien rémunéré à Boston, ils ont répété son titre si souvent qu'on aurait cru qu'il avait plaidé devant la Cour suprême. J'ai pris une autre route, celle qu'aucun membre de ma famille n'a jamais trouvée assez intéressante pour la mémoriser. J'ai commencé à l'université communautaire parce que c'était ce que je pouvais me permettre. J'ai été transféré grâce à une bourse, j'ai travaillé tard, j'ai emprunté ce que je pouvais, et j'ai continué. La faculté de droit a été la même. Pas de filet de sécurité, pas d'applaudissements, juste l'épuisement, la discipline, et la compréhension silencieuse que si je voulais jamais une vraie vie, je devrais la construire de mes propres mains. Je suis devenu procureur adjoint des États-Unis et j'ai passé des années à poursuivre des affaires de fraude et de corruption publique qui rendaient les hommes puissants très nerveux. Après cela, j'ai été clerc pour le juge Miriam Caldwell, l'un des esprits les plus vifs du premier circuit. Une femme dont les normes pouvaient dépouiller l'ego de n'importe qui en moins de 10 minutes. Elle a été la première personne de ma vie à me regarder et à voir non pas ce qui me manquait, mais ce que je pouvais porter. Au fil du temps, elle est devenue plus qu'un mentor. Elle est devenue ce qui se rapprochait le plus d'être choisie sans condition que j'ai jamais connu. Quand je lui ai parlé du dîner, je m'attendais à de l'irritation pour moi. Ce que j'ai obtenu à la place, ce fut le silence, puis une expression très figée que j'avais appris à respecter. Elle m'a demandé le nom de la fiancée de mon frère. Puis elle m'a demandé le nom de son père. Au moment où je l'ai dit, quelque chose a changé sur son visage. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a laissé échapper le plus petit souffle d'incrédulité. Puis elle a dit, « Alors, c'est eux qu'ils essaient d'impressionner. » Je lui ai demandé si elle le connaissait. Elle m'a lancé un regard par-dessus le bord de sa tasse de café et a dit, « Audrey, cet homme a cité vos opinions plus d'une fois dans des déclarations publiques. Il sait exactement qui vous êtes. »
Ce fut le moment où la forme de la soirée a changé. Pas parce que je voulais me venger, pas encore. Mais parce que pour la première fois, j'ai réalisé que je n'entrerais pas dans cette pièce seule. Et mon frère n'avait aucune idée que la personne dont il avait le plus honte de se réclamer était la seule personne de tout ce dîner qu'il ne pourrait jamais écarter une fois que la vérité entrerait dans la lumière. Au moment où la soirée de vendredi est arrivée, j'avais déjà décidé deux choses. Je ne donnerai pas à ma famille la satisfaction de me voir ébranlé, et je ne faciliterai pas leurs mensonges en les aidant à le raconter. Le juge Caldwell est venu me chercher juste après 18 heures, et nous avons conduit vers la ville sous un ciel froid de Boston qui faisait tout paraître plus net que ce que l'on ressentait. Elle n'a pas perdu de mots en réconfort. Ce n'était jamais son style. Elle m'a simplement jeté un coup d'œil, a pris note de ma robe noire, de mes escarpins discrets, du calme que j'avais revêtu comme une armure, et a dit, bien. Laissez-les vous sous-estimer en paix. Le Union Club était exactement le genre d'endroit que mon frère trouverait enivrant. Bois sombre, laiton poli, argent discret, portrait d'hommes qui avaient probablement bâti leur réputation avant que quiconque dans la salle ne soit né. La salle à manger privée donnait sur les lumières de la ville, et chaque table était agencée avec une précision destinée à signaler la classe sans jamais avoir à dire le mot. Quand nous sommes entrés, j'ai vu ma famille avant qu'ils ne me voient. Mes parents souriaient déjà trop fort. Mon frère se tenait près du centre de la pièce, la main sur la taille de sa fiancée, portant le regard qu'il avait toujours lorsqu'il croyait enfin être vu par les bonnes personnes. Elle était élégante, posée, et habillée comme quelqu'un qui avait grandi sans jamais douter qu'elle appartenait à des pièces comme celle-ci. À la seconde où mon frère m'a remarqué, la couleur a changé sur son visage. Il a traversé la pièce rapidement, mais pas assez vite pour paraître paniqué aux yeux des autres. À voix basse, avec un sourire figé sur son visage, il m'a dit que j'étais en retard, même si ce n'était pas le cas. Puis ses yeux ont glissé vers le juge Caldwell, et pendant une demi-seconde, j'ai vu de la confusion. Il ne la reconnaissait pas, mais il reconnaissait l'importance quand elle entrait dans une pièce. Avant qu'il ne puisse rien demander, sa fiancée est apparue à ses côtés, gracieuse avec cette polie assurance que certaines personnes apprennent avant même de pouvoir conduire légalement. Elle m'a salué comme une étrangère à qui on avait dit d'être gentille, et mon frère m'a présenté avec un niveau de malhonnêteté presque impressionnant. Il ne m'a pas appelé sa sœur. Il a dit, voici Audra. Elle est au palais de justice. Je l'ai regardé une seconde de plus que ce qui était confortable, mais je ne l'ai pas corrigé. Ce fut le moment où il s'est légèrement détendu. Il pensait que le silence signifiait la capitulation. Ma mère est venue ensuite, a effleuré l'air près de ma joue, et m'a dit qu'il m'avait gardé une place à l'arrière où ce serait plus calme. Plus calme signifiait hors de vue. Ma table était la plus petite de la pièce, dressée près de l'entrée de service, où le personnel entrait et sortait avec une invisibilité rodée. De là, j'avais une vue dégagée sur la table principale, où mon frère était assis avec sa fiancée et ses parents, comme s'il s'était entraîné pour ce rôle toute sa vie. Le juge Caldwell a pris place non loin de moi, assez près pour observer, assez loin pour laisser la soirée se dérouler exactement comme les gens l'avaient prévu. Je me suis assise, j'ai croisé les mains sur mes genoux, et j'ai laissé la pièce se révéler. Mon frère riait trop fort. Mon père en faisait trop. Ma mère scannait sans cesse les visages à la recherche d'approbation. La mère de la fiancée était charmante de manière contrôlée, mais son père était différent. Il parlait moins, regardait plus, et se tenait avec une autorité qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Je pouvais voir pourquoi mon frère était désespéré de l'impressionner. Les hommes comme ça n'influencent pas simplement les pièces, ils les définissent. La première série de toasts a commencé, et j'ai remarqué autre chose. L'homme que ma famille essayait si fort d'impressionner n'était pas particulièrement captivé par tout cela. Il écoutait. Il hochait la tête. Il souriait quand il le fallait, mais de temps en temps, son regard dérivait, comme s'il mesurait quelque chose que le reste de la salle n'avait pas réussi à remarquer. Puis, juste avant que le service du dîner ne s'installe, il s'est levé et a pris un plateau de flûte de champagne à l'un des serveurs. C'était apparemment une habitude de sa part, quelque chose de personnel et d'à l'ancienne. Il aimait faire le tour de la salle lui-même, saluer les invités table par table avant le plat principal. Je l'ai regardé passer d'une table à l'autre, échangeant quelques mots aimables, serrant une main ici, offrant un sourire poli là. Mon frère semblait presque fou de joie, comme si ce simple geste était déjà devenu une partie de la légende familiale qu'il prévoyait de raconter pendant les 20 prochaines années. Puis le juge s'est tourné vers l'arrière de la pièce et a commencé à marcher dans ma direction.
À ce moment-là, je ne pense pas que quiconque à la table principale faisait beaucoup attention. Pour eux, j'étais exactement là où ils voulaient que je sois, silencieuse, petite et en sécurité à l'écart. Mais à la seconde où il est arrivé à ma table et a eu un regard clair sur mon visage, toute son expression a changé. Il s'est arrêté si brusquement que le plateau a basculé dans ses mains et qu'une des flûtes de champagne a heurté une autre d'un cliquetis doux et net. Pendant une seconde, il m'a juste fixé, pas avec confusion, pas avec l'effort poli de quelqu'un essayant de reconnaître un visage, mais avec une reconnaissance sans équivoque. Puis il a posé le plateau sur le coin vide de ma table et s'est redressé comme si l'instinct avait pris le dessus avant que la pensée n'ait pu suivre. Sa voix, quand elle est venue, n'était pas décontractée. Elle portait. Madame, juge Cole, je ne savais pas que vous étiez là ce soir. La salle est devenue immobile de la manière dont seules les salles riches et bien formées peuvent devenir immobiles, où le silence est immédiat parce que tout le monde comprend en même temps que quelque chose a changé. Mon frère s'est retourné en premier, puis mes parents, puis sa fiancée. Je me suis levé de ma chaise par habitude, et avant que je puisse dire un mot, le juge Theodore Ward a saisi ma main avec ses deux siennes et m'a adressé cette salutation respectueuse réservée aux collègues, et non aux invités lointains cachés près d'une porte de service. « C'est merveilleux de vous revoir », a-t-il dit, semblant toujours sincèrement surpris. « J'ai lu votre opinion dans l'affaire de confidentialité à Lowe 2 fois. J'ai dit à deux de mes clercs que s'ils voulaient apprendre à construire un argument sans gaspiller une seule phrase, ils devraient commencer par là. » À ce moment-là, chaque visage dans la pièce était tourné vers nous. Mon frère avait l'air d'avoir perdu tout son sang d'un coup. L'expression de sa fiancée était plus difficile à lire. Au début, c'était de la confusion, puis de l'incrédulité, puis la première fissure de quelque chose de bien plus laid commençait à se former. Ma mère a poussé un rire nerveux et s'est avancée trop vite, comme si elle pensait que l'élan seul pouvait contrôler l'histoire. Elle a dit quelque chose de faible à propos de ma modestie et de mon aversion pour l'attention, mais le juge Ward lui a à peine jeté un coup d'œil. Son attention est restée sur moi. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que j'y serais. J'ai failli répondre, mais il n'y avait aucune raison de sauver qui que ce soit de ce qu'ils avaient construit. Avant que je puisse décider quelle part de vérité offrir, le juge Caldwell s'est levé et a traversé la pièce avec le genre de confiance tranquille qui fait que les gens s'écartent sans réaliser qu'ils le font. « Théodore » a-t-elle dit, « j'avais un pressentiment que cette soirée pourrait vous surprendre. » Il s'est retourné, l'a reconnu immédiatement, et sa surprise s'est approfondie en quelque chose de proche de l'incrédulité. « Myriam, tu l'as amenée ?»« Bien sûr que je l'ai amenée » a répondu le juge Caldwell. J'étais curieuse de savoir combien de temps il faudrait avant que quelqu'un dans cette pièce ne réalise qui était assis à l'arrière. Personne n'a parlé après cela. Il n'y avait plus de place pour se cacher. Le juge Ward a regardé de Myriam à moi, puis vers la table principale où mon frère se tenait toujours debout, figé à côté de la femme qu'il avait prévu d'épouser pour le pouvoir. Il a posé la question calmement, mais le calme l'a rendu pire. Pourquoi le juge Audrey Cole est-elle assise ici près de la porte de service? Mon frère a ouvert la bouche, mais rien d'utile n'en est sorti. Il a tenté un sourire qui s'est effondré avant de se former. Il a dit qu'il y avait eu une confusion dans le placement des sièges. Puis il a fait l'erreur qui a détruit toute chance qui lui restait. Il a ajouté, Audra ne se soucie pas vraiment où elle s'assoit. C'était une phrase si courte, mais elle racontait toute l'histoire. C'était la voix de quelqu'un qui avait passé sa vie à décider ce que je méritais ou non, et à supposer que j'accepterais la version qu'il me donnait. Les yeux du juge Ward se sont aiguisés. Sa fille a regardé mon frère comme si elle voyait un étranger sortir d'un visage familier. Je pouvais presque sentir la pièce se réorganiser autour de la vérité. Puis le juge Ward a tiré la chaise en face de moi et s'est assis à ma table au lieu de retourner à la sienne. Ce seul choix a eu plus d'impact qu'une accusation publique n'aurait pu l'avoir. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas créé de scène. Il a simplement rendu clair devant tout le monde quelle personne dans la pièce commandait son respect. Et à cet instant, mon frère a enfin compris ce que cela faisait d'être celui qui restait debout au mauvais endroit pendant que le monde regardait. Pendant quelques longues secondes, personne n'a bougé. Les serveurs ont semblé sentir la tension et ont disparu par les portes latérales avec le genre d'efficacité silencieuse que seuls les endroits chers maîtrisent. Mon frère se tenait toujours à côté de la table principale, une main à moitié levée comme s'il pensait pouvoir encore se sortir de là par la parole s'il trouvait la bonne phrase assez vite. Il ne l'a jamais trouvée. Le juge Ward a posé une main sur la table près de son verre et a regardé directement mon frère.
Sa voix est restée égale, ce qui faisait que chaque mot portait plus fort. J'ai posé une question simple. Pourquoi le juge Audrey Cole est-elle assise ici à l'arrière? Ma mère est intervenue en premier parce que c'était toujours son instinct lorsque la vérité se rapprochait trop. Elle a affiché un sourire fragile et a dit qu'il y avait eu un malentendu avec le plan de table, que tout s'était passé dans la précipitation, que personne ne voulait dire quoi que ce soit par là. Le juge Caldwell ne l'a pas laissé aller plus loin que 2 phrases. Elle a fouillé dans son sac, a sorti son téléphone, et m'a regardé une fois comme pour me donner la chance de l'arrêter. Je n'ai rien dit. Elle a tourné l'écran vers le juge Ward et a dit « Je pense que le placement était en fait très intentionnel. » Puis elle a lu le message à voix haute. Pas un résumé, pas une version édulcorée. Les mots exacts. Mon frère m'avait dit que je pouvais assister, mais que je ne devais pas dire que j'étais sa sœur parce que son père était un juge fédéral et que ce serait embarrassant. Le silence après cela était pire que des cris. C'était le genre de silence qui ne laisse aucune place au déni parce que tout le monde l'a entendu la même vérité en même temps. Geneviève a fixé mon frère comme si elle attendait qu'il rie et dise que tout cela avait été un malentendu, mais il était trop abasourdi pour jouer un rôle. Mon père a regardé la nappe comme s'il y avait peut-être une réponse brodée dessus. Ma mère est devenue pâle. Le juge Ward n'a pas réagi immédiatement. Il a simplement tendu la main et le juge Caldwell lui a passé le téléphone. Il a lu le message lentement lui-même, puis l'a relu. Quand il a finalement levé les yeux, son visage était devenu froid d'une manière presque familière de salle d'audience, comme si un interrupteur privé s'était activé en lui, passant de la courtoisie sociale à la clarté judiciaire. Il a demandé à mon frère si le message était authentique. Miles a dégluti difficilement et a dit que cela semblait mauvais hors contexte. Hors contexte. Même maintenant, c'était à cela qu'il s'accrochait. Pas des excuses, pas de honte, juste un plaidoyer pour un meilleur cadre. Geneviève a laissé échapper un petit son à côté de lui. Pas tout à fait un halètement, pas tout à fait un rire, mais quelque chose de plus proche de l'incrédulité se gélifiant en dégoût. Elle s'est tournée vers lui et a demandé « Tu m'as dit qu'elle faisait du travail administratif au palais de justice. Tu m'as dit qu'elle avait à peine de contact avec la famille. Tu m'as dit qu'elle n'aimait pas les événements formels. » Mon frère a essayé de répondre aux 3 mensonges à la fois et n'a réussi qu'à s'en mêler davantage. Il a dit qu'il essayait de garder la soirée simple. Il a dit qu'il ne voulait pas que les choses deviennent gênantes. Il a dit qu'il pensait que me présenter comme sa sœur détournerait l'attention du dîner. C'est alors que le juge Ward a finalement parlé à nouveau et tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers lui. Il a dit « Non, ce que vous craignez, c'était la comparaison. » Il a posé le téléphone soigneusement sur la table et s'est penché en arrière sur sa chaise, toujours calme, toujours dévastateur. Vous avez caché votre sœur pour protéger la soirée. Vous l'avez cachée parce que vous saviez que la vérité à son sujet rendrait chaque histoire que vous avez racontée sur vous-même plus petite. Personne ne l'a contredit parce que personne ne pouvait. La justesse de la remarque a frappé la pièce comme une porte qui claque. Le visage de Geneviève a changé en premier. La confusion avait disparu maintenant. À sa place, il y avait de l'humiliation. Oui, mais en dessous, il y avait de la colère. Le genre qui vient quand une personne réalise qu'elle n'a pas seulement été induite en erreur, mais qu'elle a été rendue complice de la malhonnêteté de quelqu'un d'autre. Elle a demandé à mon frère combien de fois il avait fait cela auparavant. Il a dit que ce n'était pas comme ça. Elle a demandé si mes parents le savaient. Aucun d'eux n'a répondu assez vite. Ce délai lui a tout dit. Le juge Caldwell n'avait pas besoin d'en rajouter, mais elle a fait ce que les personnes expérimentées font lorsque les menteurs commencent à espérer que l'émotion brouillera les faits. Elle a apporté la précision. Elle a expliqué avec le ton le plus sec possible que j'avais servi de procureur adjointe des États-Unis pendant des années, que j'avais bâti une réputation sur des affaires complexes de corruption. Que mes opinions depuis le banc avaient déjà attiré l'attention nationale dans les cercles juridiques, et que toute personne dans cette pièce qui respectait réellement la loi aurait dû reconnaître mon nom bien avant ce soir. Le juge Ward a hoché la tête une fois à cela. Puis il a regardé Geneviève et a dit quelque chose qui semblait briser tout ce qui restait de la soirée. J'ai cité le raisonnement de votre sœur dans des discussions avec mes clercs. J'ai recommandé son écriture à de jeunes avocats, et cet homme l'a assise au fond de la pièce près d'une porte de service parce qu'il pensait que son existence pourrait l'embarrasser. Les épaules de mon frère se sont affaissées d'une fraction, de la manière dont les gens rétrécissent physiquement quand ils réalisent que le charme les a abandonnés. Il a fait un pas vers ma table,
essayant enfin de me parler directement. Mais j'ai maintenu son regard avec le même calme que j'avais porté toute la soirée. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas sauvé. Je l'ai simplement laissé se tenir dans la vérité qu'il avait créée. Il a dit mon nom comme s'il s'attendait à ce que la familiarité le sauve. Cela n'a pas fonctionné. L'expression du juge Ward s'est durcie davantage, et quand il a parlé à nouveau, il y avait une finalité dans sa voix que tout le monde a entendue. Un homme qui efface sa propre sœur pour paraître plus impressionnant n'est pas un homme en qui je peux avoir confiance pour l'avenir de ma fille. Cette phrase a fait ce qu'aucun argument n'aurait pu faire. Elle a mis fin à la représentation. Mon frère a cessé d'essayer d'expliquer et a commencé à avoir peur. Ma mère s'est assise sans le vouloir, comme si ses genoux avaient pris la décision pour elle. Mon père s'est couvert la bouche d'une main, et Geneviève, fixant toujours l'homme qu'elle avait prévu d'épouser, a lentement commencé à retirer sa bague de fiançailles. Personne n'a respiré pendant que Geneviève faisait glisser la bague de son doigt. Elle ne l'a pas fait de manière dramatique. C'est ce qui l'a rendu pire pour lui. Il n'y avait pas de larmes, pas de mains tremblantes, pas de discours désespérés sur la trahison. Elle a simplement regardé la bague une seconde comme si elle appartenait à une version de la soirée qui n'existait plus, puis l'a posée à côté de son verre d'eau avec un léger clic qui, d'une manière ou d'une autre, sonnait plus fort que tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Mon frère l'a fixée comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Puis il l'a regardée et pour la première fois depuis que le juge Ward m'avait reconnu, son visage a montré une panique réelle. Il a dit son nom une fois doucement, comme s'il pensait que cela pouvait encore être géré en privé s'il gardait sa voix assez basse. Geneviève ne sait même pas rasseoir. Elle s'est éloignée de lui et a dit la seule chose que les hommes comme mon frère ne s'attendent jamais à entendre des femmes pour lesquelles ils ont passé des mois à jouer un rôle. Tu ne m'as pas seulement menti. Tu as menti sur le genre d'homme que tu es. Mon frère a immédiatement essayé de se tourner vers moi parce que c'était son instinct, même maintenant. Il voulait que la solution vienne de la même personne qu'il venait d'essayer d'effacer. Il a traversé la moitié de la pièce et s'est arrêté près de ma chaise, parlant d'une voix tendue et urgente que les gens utilisent quand ils veulent le pardon avant d'avoir gagné le droit de le demander. Audra, s'il te plaît, on peut parler dehors une seconde? Il l'a dit comme si je lui devais de l'intimité, comme si je devais l'aider à contenir le désordre qu'il avait créé en public. Je l'ai regardé et j'ai vu ce que j'avais passé la majeure partie de ma vie à voir trop tard. Il n'était pas désolé parce qu'il comprenait la cruauté de ce qu'il avait fait. Il était désolé parce que la salle avait enfin cessé de le récompenser pour cela. Alors j'ai gardé ma voix stable et j'ai dit, non, tu es à l'aise pour m'humilier devant une salle pleine d'inconnus. Tu peux entendre ma réponse devant eux aussi. Cela l'a frappé plus fort que si j'avais crié. Il a tressailli, et plusieurs personnes à la table principale ont détourné le regard, soudain fascinés par leurs verres, leurs serviettes, les lumières de la ville au-delà des fenêtres. Le juge Ward s'est alors levé, pas rapidement, pas avec colère, mais avec une autorité telle que le mouvement lui-même ressemblait à une sentence. Il a dit à Geneviève d'aller chercher son manteau si elle était prête à partir. Puis il s'est tourné vers mon frère et a dit que le mariage n'aurait pas lieu et qu'il n'y aurait plus de discussion sur le financement, la planification ou les présentations familiales. La phrase était claire, définitive et impossible à négocier. Ma mère a retrouvé sa voix alors, mais elle est sortie mince et désespérée. Elle a dit que tout le monde réagissait de manière excessive. Elle a dit que la famille disait parfois des choses blessantes. Elle a dit que mon frère avait fait une erreur et ne devrait pas tout perdre à cause d'un seul message. Le juge Caldwell l'a regardé avec la même expression qu'elle utilisait sur les avocats négligents dans son tribunal et a dit, ce n'était pas un seul message. C'était une habitude qui a finalement rencontré des témoins. Cette phrase a semblé enlever la dernière défense de la pièce parce qu'elle avait raison. Le texte n'était qu'une preuve. La véritable offense durait depuis des années. Mon père a essayé une fois de me parler directement, mais les mots sont morts quelque part entre sa bouche et la table. Il avait passé trop d'années à ne rien dire quand le silence le favorisait. Il était trop tard pour que cela ressemble à de la sagesse maintenant. Geneviève est revenue avec son manteau sur un bras. Elle n'a plus regardé mon frère. Elle m'a regardé. Il y avait de l'humiliation sur son visage. Mais il y avait aussi quelque chose de plus stable, quelque chose de presque reconnaissant sous le choc. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. J'aurais dû poser de meilleures questions. J'ai hoché la tête parce que c'était la seule réponse honnête que j'avais.
Elle est partie avec ses parents un instant plus tard et toute la température de la pièce a chuté avec eux. Le dîner était terminé, même si la moitié des assiettes n'avaient pas été touchées. Les conversations qui avaient autrefois semblé chaleureuses et soignées avaient disparu. Tout ce qui restait était l'épave d'une performance après que le public avait cessé d'y croire. Mon frère a fait une dernière tentative. Il a dit mon nom à nouveau, plus doucement cette fois, comme si nous étions enfants, et qu'il pouvait encore faire valoir son rang par la familiarité. Je me suis levé avant qu'il ne puisse finir. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à discuter. Pas ce soir, pas en privé, pas après des années à être utile, seulement quand j'étais prête à rester petite. Puis j'ai pris mon sac. Le juge Caldwell s'est levé à côté de moi sans un mot. Tandis que nous marchions vers la porte, je pouvais sentir tous les yeux dans la pièce nous suivre. Mais pour la première fois de ma vie, cette attention ne ressemblait pas à un jugement. Elle ressemblait à une correction. Dehors, l'air de Boston était assez froid pour traverser la dernière chaleur sur mon visage. Le juge Caldwell a attendu que nous atteignions le trottoir avant de parler. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai regardé une dernière fois à travers les hautes fenêtres de devant et j'ai vu mon frère toujours debout là où je l'avais laissé, échoué dans les ruines de l'image qu'il avait passé toute sa vie à essayer de vendre. Puis je me suis détourné et j'ai dit la chose la plus vraie que j'avais ressentie de toute la nuit. Je vais bien maintenant. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à circuler dans les cercles privés que mon frère avait passé toute sa vie d'adulte à essayer d'intégrer. Pas parce que je l'avais dit à quelqu'un. Je n'avais pas besoin de le faire. Les cercles comme ça ont leur propre façon de perpétuer l'humiliation, surtout lorsque l'humiliation expose le caractère au lieu de simples mauvaises manières. Des fiançailles rompues lors d'un dîner de famille formel auraient été des potins en soi. Des fiançailles rompues après que le marié ait essayé de cacher que sa sœur était une juge fédérale respectée sont devenues autre chose. Cela est devenu un avertissement. En une semaine, la réputation soigneusement gérée de mon frère a commencé à se fissurer à des endroits qu'il ne pouvait pas réparer. L'un des associés principaux de son cabinet connaissait le juge Ward depuis des années par le biais d'œuvres caritatives juridiques et d'événements du barreau. Et au moment où lundi après-midi est arrivé, mon frère a été convoqué à une réunion pour laquelle il n'était pas préparé. Personne ne l'a accusé d'avoir commis un crime. Ils ont fait pire. Ils ont mis en doute son jugement, son honnêteté et la version de lui-même qu'il avait vendue aux clients et aux collègues. Un homme peut survivre à être détesté dans ces cercles. Ce qu'il ne peut pas survivre, c'est d'être perçu comme petit, vaniteux et fondamentalement indigne de confiance. Il a d'abord été retiré d'un projet important de développement client. Puis il a perdu le soutien interne sur lequel il comptait pour une promotion. 3 semaines plus tard, le cabinet a demandé sa démission. Ils l'ont formulé poliment, bien sûr, les gens le font toujours quand ils veulent que les dégâts paraissent civilisés. Mais c'était quand même une fin, et il le savait. L'effondrement ne s'est pas arrêté là. Sans le mariage, sans le nouvel argent, sans l'ascension sociale vers laquelle il s'était orienté, la vie qu'il avait conçue a commencé à se défaire plus vite que je ne l'avais même prévu. Il avait loué un appartement qu'il ne pouvait plus se permettre confortablement parce qu'il prévoyait d'entrer dans une vie beaucoup plus grande par le mariage. Il avait des dettes cachées sous des vêtements soignés, des dîners organisés et des sourires de réseautage. Une fois que le travail a disparu, le reste a suivi. L'appartement est parti en premier, puis la voiture, puis l'image. À la fin de cet hiver-là, le même homme qui avait une fois décidé que j'étais trop embarrassante pour être reconnue appelait des gens qu'il n'avait pas respectés depuis des années, demandant des présentations, demandant des faveurs, demandant du travail. La plupart d'entre eux ne lui ont pas rappelé. Mes parents ont fait ce que les gens comme eux font toujours quand un mensonge coûte finalement trop cher. Ils ont réécrit l'histoire. Au début, ils m'ont supplié de lui parler. Ensuite, ils m'ont supplié de ne pas être cruel. Puis ils ont essayé de présenter l'ensemble comme un malentendu familial qui avait d'une manière ou d'une autre dégénéré. Ma mère m'a envoyé un email de 4 pages sur le pardon, la loyauté, et comment les frères et sœurs ne devraient jamais laisser des étrangers s'immiscer entre eux. J'ai lu exactement la moitié du premier paragraphe avant de le supprimer. Mon père a laissé 2 messages vocaux qui semblaient plus fatigués que désolés. Il a dit que la famille se déchirait. Il a dit que mon frère était sous une pression insupportable. Il a dit que j'avais toujours été la plus forte et que je devrais savoir quand laisser quelque chose passer. Ce fut le moment où j'ai compris une dernière vérité à leur sujet. Ils ne voulaient pas de justice. Ils voulaient de l'accès.
Ils voulaient la version de moi qui absorberait les blessures calmement afin que le reste d'entre eux puisse retourner vivre sans conséquence. Cette version de moi avait disparu. J'ai changé mon numéro, filtré leurs emails, et j'ai dit à mon clerc de refuser toute livraison personnelle arrivant au cabinet sans examen préalable. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait avec clarté. Il y a une différence, et l'apprendre a changé ma vie. Geneviève n'est jamais retournée vers lui. Un mois après le dîner, j'ai reçu une courte note manuscrite de sa part. Elle était simple, bien plus honnête que tout ce que ma propre famille avait envoyé. Elle m'a remercié sans essayer de faire d'elle le centre de la douleur. Elle a écrit que voir à quelle facilité un homme pouvait diminuer sa propre sœur l'avait forcé à affronter combien de fois le charme est confondu avec le caractère. Elle a conclu en disant que ce qui s'était passé lors de ce dîner l'avait peut-être embarrassée, mais que l'épouser l'aurait détruite. J'ai gardé la note, non pas parce que nous étions devenus proches, mais parce que la vérité est rare, et j'ai appris à la respecter où qu'elle apparaisse. Quant à moi, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. Je suis retourné au travail. J'ai lu des mémoires, entendu des arguments, écrit des opinions, et construit ma vie de la manière stable et disciplinée que j'avais toujours eue. La différence était qu'il n'y avait plus de partie de moi attendant que ma famille rattrape qui j'étais. Cette attente avait été plus lourde que je ne le pensais. Une fois qu'elle a disparu, tout est devenu plus clair. Environ 11 mois après le dîner, un poste vacant au premier circuit est devenu réel, et pour la première fois, mon nom n'a pas seulement été mentionné discrètement. Il a été sérieusement avancé. Le juge Caldwell s'est tenu derrière moi sans hésitation. Le juge Ward, il faut lui rendre cela, a fait quelque chose que je n'avais jamais demandé et jamais attendu. Il a parlé publiquement de la manière professionnelle appropriée de ma rigueur, de mon écriture et de mon tempérament. Il ne l'a pas fait par faveur. Il l'a fait parce qu'il y croyait. Cela comptait plus. Quand j'ai finalement été nommé, les seules personnes qui semblaient surprises étaient celles qui n'avaient jamais pris le temps de me connaître. Le processus d'audition a été long, exigeant, et exactement le genre de travail que je respectais. Quand la confirmation est arrivée, je n'ai pas pleuré. J'ai pensé à la petite table près de la porte de service. J'ai pensé à quel point mon frère avait travaillé dur pour me faire disparaître. Et j'ai pensé au fait qu'au final, la seule personne effacée de ce monde était lui. Mon assermentation a eu lieu dans une salle d'audience cérémonielle bondée, illuminée par la lumière hivernale et pleine de gens qui m'avaient choisi des manières qui comptent. Le juge Caldwell était là. Le juge Ward était là. Anciens clercs, collègues, personnel, et les gens qui m'avaient vu à mon meilleur et à mon pire étaient là. Mes parents n'étaient pas invités. Mon frère n'a pas été informé. Certaines personnes appelleraient cela dur. Moi, j'appelle cela exact. La famille n'est pas prouvée par le sang lorsque le sang a été utilisé comme levier, silence et honte. La famille est prouvée par le respect. Par qui dit la vérité sur vous quand mentir serait plus facile? Par qui se tient à vos côtés sans vous demander de rétrécir d'abord? C'est la leçon que mon frère a payé cher pour apprendre et le coût a continué d'augmenter bien après la fin du dîner. Il a perdu les fiançailles qu'il pensait le feraient progresser. Il a perdu la voie professionnelle qu'il avait construite sur la performance au lieu de la substance. Il a perdu la maison qu'il ne pouvait pas maintenir sans l'avenir qu'il supposait être garanti. Mais la chose la plus chère qu'il ait perdue est quelque chose qu'il ne récupérera jamais. Il a perdu le droit de dire qu'il avait une sœur qui répondrait encore lorsqu'il appellerait. S'il y a une valeur à ce qui s'est passé, c'est ceci. Les gens qui vous aiment vraiment n'auront jamais besoin que vous deveniez plus petit pour qu'ils se sentent plus grands. Et les gens qui vous demandent de disparaître pour leur confort ne protègent pas la famille. Ils se révèlent eux-mêmes. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas l'humiliation, pas les cris, pas la destruction. Parfois, c'est rester immobile dans la vérité assez longtemps pour que tout le monde voie qui avait de la valeur depuis le début.